Alors, c'est une patiente de 67 ans, suivie pour acheter à résistante. Donc, on a demandé une écho des artères rénales dans le cadre d'acheter à résistante. L'écho était non concluante parce qu'on n'a pas pu visualiser les ostomes des artères rénales. Et on a donc complété par le scanner des artères rénales qui a montré une sténose partiellement, qui a montré une surcharge atheromateuse aortique partiellement sténosante au niveau des ostomes des deux artères rénales et une surcharge atheromateuse calcifiée sténosante d'une artère accessoire gauche. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Donc on est devant une achetée résistante chez une dame et donc on va essayer de voir est-ce qu'il y a une, deux ou aucune sténose d'artère rénale. Donc à toi cher ami. On va partir à zéro, c'est-à-dire qu'on commence par le mode B et il faut qu'on repère les artères. Donc, en coupe transversale, quand on part de la xiphoïde, on descend progressivement, on tombe sur le tronc cœliaque. Ok. Alors, on aimerait bien, pour cette première patiente, si tu me donnes un petit peu et les repères au niveau de thoraco-abdominal et aussi, bien sûr, l'écran de l'écho, s'il te plaît. Merci. Ben voilà, sur le plan du repérage des artères viscérales, je veux dire, on part tout en haut de la xiphoïde, on est vraiment au maximum au niveau abdominal, hein. Après on est gêné par le sternum. Et donc on descend progressivement en coupe transversale. L'artère qu'on rencontre, c'est le tronc cœliaque. Donc on voit la bifurcation ici. Ensuite, on descend un petit peu plus, on a la mésentérique supérieure. On va apparaître un peu tardivement. Quand on remonte, on a l'impression qu'elle n'est peut-être pas perméable. Voilà. Pas imperméable, on va voir diminuer ce couleur. Si en mode B, on ne la voit pas bien, on peut la repérer aussi à la couleur. Cœliaque ici. Tu peux utiliser, s'il te plaît, notre flèche. Voilà la flèche. Comme ça, on va essayer de suivre. Merci. Ok, aorte, tronc cœliaque, artère splénique qui part à gauche, artère hépatique, qui va dans le bon sens. On continue de descendre dans la sonde et on arrive sur la mésentérique supérieure. On n'a pas écouté les flux encore, c'est juste du repérage. Et puis ensuite, à partir sous la mésentérique supérieure, on va commencer à voir les artères rénales. On en voit une ici. C'est sûr qu'on a un gain de couleur qui est un peu fort. Tu vas voir la mésentérique supérieure. Il y a combien entre les deux? Il n'y a même pas un centimètre, hein. Ça peut être 5 mm, 5 cm. C'est ça. Hein. Autant qu'il y a parfois des variations anatomiques. Il y a un tronc unique qui fait les deux artères. D'accord. Donc c'est en balayant qu'on verra s'il y a une artère qui descend ensuite en avant, comme celle-ci. Voilà, là on a le mésentérique supérieur au-dessus de l'aorte, hein, avec sa veine à sa droite, comme on a ici aorte, veine cave, là on a mésentérique supérieur et sa veine. Tu peux visualiser la mésentérique supérieure de la transversale sur la même séquence? Sur la même séquence, alors on se mettra en coupe longitudinale. Voilà, donc là pour l'instant on repérait, c'était pour avoir le repérage facilement des artères rénales, puisque c'est ça qu'on va voir chez cette dame. On était passé c'est votre mésentérique et maintenant on arrive sur l'artère rénale droite qui part en général à 11h. Et puis on a l'artère rénale gauche qui est souvent un petit peu plus basse et qui part plutôt vers 4h. Est-ce que tu appuies fort à 3h. Est-ce que tu appuies fort ou... Là j'appuie un petit peu, là je vais me faire une tendinite, je suis épilé, mais... Donc voilà, ici on a l'artère rénale droite-gauche qui part vers 3h, là. Et puis on avait la droite qui partait un peu plus haut, ici, vers 11h. Je passe un peu les gains. Pour répondre à ça, on pourrait avoir les deux artères en même temps. On se met un peu plus longitudinal. Et là, on peut avoir, on voit bien le tronc cœliaque ici, les mésentériques supérieurs.
Voilà, on a les deux artères. C'est l'une au-dessus de l'autre. Hein. Voilà, le tronchéliaque, puis les entériques supérieurs. Cœliaque, mésentérique supérieur. Donc, ce qui fait qu'on est pas mal situé là pour être dans l'axe pour avoir les vitesses à l'ostium. Hein. Voilà, là on a un tronchéliaque à 1,50 m secondes, hein, ce qui est complètement normal. On voit qu'on n'a même pas de correction d'angle à faire, on est dans l'axe de l'artère. Ensuite, pour la mésentérique supérieure, un petit peu en dessous. Le tronchéliaque, la mésentérique supérieure inférieure. Le polyhétéromateux, oui, ça peut être fréquent. Hein. Chez des patients qui ont une artérite de membres inférieurs, c'est effectivement fréquent. Ce qui fait que, par exemple, ce qui est des artères rénales, on sait qu'on peut avoir jusqu'à 25% de sténose des artères rénales chez un patient qui est artéritique, symptomatique. Et donc, quand on fait un bilan des artères rénales, il faut systématiquement regarder au moins sa mésentérique supérieure. Parce que autant on va pas mourir d'une occlusion aiguë de l'artère rénale, autant on peut avoir un infarctus mésentérique si on occluse sa mésentérique supérieure. Donc, moi, je fais les deux à chaque fois. Quoi. Et quand on trouve une sténose du tronchéliaque, une sténose de l'artère mésentérique supérieure, inférieure, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il y a possibilité de faire des angioplasties? On profite un petit peu de ta présence, même si on est un petit peu... C'est sûr que maintenant, quand les patients sont symptomatiques, nécessitent une revascularisation. En première intention, on est plutôt endovasculaire maintenant. En particulier, nous, sur la mésentérique supérieure, qui est celle qu'on va revasculariser la plupart du temps. Exceptionnellement, une mésentérique inférieure, si la vascularisation de la supérieure est impossible et qu'on a une grosse mésentérique inférieure qui se sténose progressivement, on peut la stenter également. Mais c'est essentiellement, effectivement, la mésentérique supérieure qui est vascularisée par la méthode endovasculaire maintenant. Ensuite, il faut faire un lien de causalité entre le rétrécissement de l'artère viscérale et puis la symptomatologie. C'est qu'on a une règle qui s'appelle la règle de Mikkelsen, qui dit qu'il faut que de ces trois artères, le tronchéliaque et les deux mésentériques, il faut qu'il y en ait au moins deux qui aient des sténoses sévères, très significatives. Si on a juste un démarqué qui comprime un tronchéliaque, ça ne va pas nous donner une suffisance mésentérique, ça n'aura pas un longueur mésentérique. Il faut qu'on ait au moins deux artères avec des lésions sévères pour qu'on ait une longueur mésentérique. Il y a toujours des moutons à 5 pattes, mais voilà, c'est une règle assez claire quand même. Donc voilà, en couple longitudinal, effectivement, on peut voir les deux artères viscérales, mais on ne verra pas les rénales dans cette coupe-là. Donc là, si on veut voir les artères rénales, on va se remettre en coupe transversale. Et ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on n'est pas avec une réponse, une bonne angle de tir pour le Doppler sur les artères rénales qui naissent ici de façon quasi perpendiculaire. Donc, quand je regarde l'artère rénale gauche, qui est en bleu ici, là, voilà. Plus de son, sinon ça va bien. Je vais faire un tir Doppler, je me retrouve avec souvent un angle très important, un flux qui n'est pas toujours bien analysable. Il a un peu de chance, ça passe quand même pas mal sur cette artère rénale gauche. On peut calculer son angle. Allez, un peu. Voilà, on essaie de se mettre dans l'axe.
Ok. Donc on a des vitesses qui sont à moins d'un mètre seconde, là. Hein. Donc on est largement en dessous du seuil. On pourra reparler. On va essayer de reprendre l'artère rénale droite. On va ici. On avait une petite anésie. Si avec la trackball on peut revenir, on peut changer, se remettre sur l'image en trackball. On peut inverser la trackball de la couleur. Est-ce qu'on peut faire trackball de la couleur? On peut pas. Ok, bon. Donc on avait une petite anésie, là je suis revenu en diastole, mais en gros on avait une anésie ici. On voit qu'on n'est quand même pas un angle parce que l'ostium se trouve juste ici. Si je tire l'ostium, je suis quasiment à 90 degrés, donc là je suis déjà un petit peu en aval. J'ai plus de 2 mètres secondes, on est à 2 mètres 20, 2 mètres 30. Il ne faut pas tenir compte du calcul automatique, vous voyez comme c'est faux le calcul automatique là. 2 mètres 64 ici. Donc ça on peut l'oublier. Hein. Les mesures, on les fasse. Et on reprend la mesure manuelle, ça sera plus clair. On se met en manuel, ici on arrive à 2,18 m. Hein. Donc il faut se méfier des mesures automatiques quand même. On va essayer de reprendre, je vais voir cette artère rénale droite à l'ostium. On baisse un peu le gain. On a remarqué même tout à l'heure avec Antoine, quand on fait un petit peu le viscéral comme ça, l'image, la couleur qui bave beaucoup, un petit peu dans tous les sens, on n'arrive pas à affiner cette couleur pour avoir un flux au niveau, par exemple, d'une artère rénale. Parce que, bon, toi, tu as l'habitude, tu vas les yeux fermés, mais là, on n'arrive pas à voir, donc on voit beaucoup de bruit. Il faut, je sais où je dois chercher mon artère, donc je suis un peu aidé. Et donc je sais qu'elle doit être séparée, effectivement, l'artère à la droite. Simplement pour évaluer, est-ce qu'elle peut nous aider dans le repérage de l'artère À gauche alors. Le problème, c'est que c'est pas un régime circulatoire. Donc si je veux avoir des vitesses, une échelle de vitesse adaptée à l'artère, je vais masquer le flux de la veine rénale. Sauf si, de toute façon, je comprime. Hein. Donc là, je comprime un peu. Donc il se peut que je fasse accélérer au final le flux de la veine rénale. Je peux presque mesurer en arrière, me dire tiens, c'est l'artère, mais en fait, non, c'est la veine canaliasine. On va essayer d'écouter d'ailleurs celle-là. On va voir ce qu'on entend là, si c'est l'artère ou la veine. Alors ça c'est la veine, hein, vous voyez. C'est la veine avec 2 mètres secondes là. En fait j'appuie fort, hein, et donc on a la veine qui a la même couleur que l'artère, puisqu'elle passe en avant. Ah, je ne peux pas récupérer une flèche. Voilà une flèche. Voilà, on a la veine qui passe comme ça en avant. Là, je ne le vois pas, et je vois ici, j'ai vu ici un vaisseau avec un petit adhésion. C'est en fait la veine que je comprime et à qui j'ai fait une sténose. Et voilà, au final, j'enregistre une sténose de la veine et c'est pas mon artère. Un petit peu en dessous. Donc, ok, si je comprime pas, par contre, je ne vais pas forcément voir mais j'aurais pas le même régime de vitesse, c'est pas la même PRF pour voir une veine que pour voir une artère. Donc si je veux voir vraiment le flux au niveau artériel, il faut que je diminue mon échelle de vitesse. Si je veux bien, voilà. Là je suis descendu très bas, j'augmente un petit peu le gain quand même. Et puis voilà, je vois ma veine rénale là complètement, qui passe au-dessus de l'artère. Ça, c'est la veine rénale gauche, hop, et puis ici, on a en bleu, comme l'artère rénale droite. Donc, bon.
c'est ok, ça pourrait être un repère, sauf que il a fallu que je baisse énormément mon échelle de vitesse vers la veine. Si je veux voir l'artère, il faut que je remonte mon échelle de vitesse. Sinon, j'ai un aliasing énorme. Donc, je remonte l'échelle. Et là, je vais plus voir la veine, mais je suis censé mieux voir mon artère. Après, il y a des réglages couleurs qui doivent permettre maintenant d'être un peu plus fin dans le. Voilà, ça c'est là. Là, on a bien mis sur l'artère. Moi, j'ai repris. Je ne peux toujours pas faire une mesure. Non, je ne sais pas. Non, on peut essayer d'avoir une flèche là. Flèche, non. Voilà. Donc, ok, là, j'ai bien récupéré l'artère. J'ai augmenté la PRF énormément. Hein. Là, je suis à 98. J'étais à 18 tout à l'heure pour la veine. Je n'ai plus la veine, parce que c'est pas mon régime circulatoire, mais je vois l'artère. Donc après, là, je me suis mis encore à distance de l'ostium, vous voyez, parce que ici, je suis à 90 degrés, je vais avoir un spectre inaudible, ininterprétable. Déjà à distance, on a une vitesse qui est un petit peu élevée. On va se mettre quand même dans la correction d'angle. On est à 150, mais on n'est pas dans la sténose. On est déjà un peu en aval. Et alors, si je vais le mettre... Là, j'ai la veine, toujours. Et effectivement, il faut vraiment jouer avec... parce que sinon, ça déborde beaucoup. Et on est censé pouvoir augmenter un peu la finesse de la couleur, augmenter la cadence, le nombre de lignes. Mais je ne vois pas sur cette machine un réglage adapté. Priorité, non, priorité non. Pas de persistance. Mais on n'a pas de modification augmenter la finesse de la couleur. Ok. Donc on a vu la difficulté ici d'être dans l'axe de toute façon, quel que soit le patient, on sera, voilà, si j'ai ma rénale ici, la trackball, je ne sais pas comment on la récupère. Non, je veux la trackball en couleur, je ne veux pas avoir l'image. Voilà, là il y avait un petit peu là. Voilà. Donc là, si je veux mon artère ici, et que je fais la correction d'angle, voilà, je suis à je ne sais plus combien de degrés, où ça s'affiche, on est à 74 degrés, voire plus. On n'a pas un spectre de toute façon qui sera de bonne qualité. Donc si on veut essayer d'avoir un bon nombre de tirs, il va falloir passer en coupe latérale et tirer à partir du rein, en tout cas du flanc latéral pour... J'ai bien relaxé son estomac, c'est bien. On va tourner un petit peu. Voilà, on se met un peu sur le côté. Voilà. Alors, on est le rein. Ok. Donc là, on a une coupe, on verra après hein, pour ce qu'on fait au niveau du rein. On va déjà essayer toujours de voir l'artère rénale à son origine. Donc là, on voit qu'on a une cave, l'aorte. On va essayer de retrouver. J'ai baissé au minimum la fréquence d'émission de la sonde. Ça s'affiche en haut ici. Je suis à 1,8 MHz de fréquence d'émission. C'est la plus basse pour pouvoir pénétrer plus avec le signal. Sinon, on peut remonter à... Voilà, ici on est à 3,6 et là on va pénétrer beaucoup moins. Donc je baisse au minimum la fréquence d'émission. C'est déjà une première chose. Ensuite, il va falloir régler le gain, augmenter le gain quand même, parce que là, on est assez profond. Et là, on commence à voir l'artère rénale, voilà, son ostium.
Pour l'assistance, Michel, plus on est en profondeur, plus on va faire baisser notre fréquence d'émission. Il faut faire attention, c'est pas la PRF. Hein. Oui, C'est la fréquence du signal, c'est pas la fréquence de répétition des impulsions. C'est pour pouvoir pénétrer un petit peu plus profond. On va enlever l'angle, la correction d'angle, il ne veut pas. On va faire à 0, voilà. On va se remettre dans l'axe. Voilà, donc là, j'ai mon artère rénale. Voilà, donc là, je suis vraiment dans l'axe de l'artère rénale. Et on a des vitesses qui sont à mesure. Là, tu es sur la droite, c'est ça? Au maximum à 185. On était censé avoir une sténose de quel côté cette dame? Ils ont parlé d'une sténose bilatérale. Bilatérale. Oui. 185, c'est pas énorme hein, en fait comme sténose. Dans les vieilles EBAC, on commençait à parler de sténose serrée à 180-200 cm/s. Quand on dit serré pour une artère rénale, c'est 60%. C'est pas 70 comme pour une carotide. C'est 60 parce qu'on estime qu'à partir de 60 degrés, on met 60%, on met en jeu le système rénine-angiotensine. On dit serré à partir de 60%. Et donc on disait 200 cm/s, mais c'était en fait sous-coté. Et on est plutôt à 250 voire 280 cm/s pour une sténose de plus de 60% au niveau de l'artère rénale. Là, on n'y est pas, mais on va voir ensuite en aval le flux on a en distalité dans le rein. Répondre à l'artère rénale est important aussi. On peut faire le rapport rénal-aortique, effectivement. Après, on se remettra en longitudinal de l'aorte et on fait un enregistrement de l'aorte interrénale. On fait le rapport avec une valeur qui est supérieure à 3,7. Le Zavac, c'est 3,7 pour une sténose de plus de 60%. Je ne suis pas dans le bon axe, donc on refera le longitudinal sur le dos, hein, de cubitus dorsal. On fera le rapport. Mais on sait que le pic systolique de vitesse est quand même un peu plus fiable que le rapport qui peut être influencé par les calibres de l'artère que de l'aorte. Soit une petite aorte, soit au contraire une grosse aorte. Si elle fait plus de 26 mm à ce niveau-là, c'est que ça fausse le rapport et qu'on n'en tiendra plus compte. Voilà. Il y a ensuite un autre rapport qui est le rapport rénal-rénal. On va enregistrer le flux de l'artère rénale tout en distalité, vraiment à la terminaison de son tronc. On fera le rapport entre sténose et flux distal. Donc, il y a un deuxième rapport. Pareil avec 3,5, 3,7 comme valeur seuil. Est-ce que, en décubitus latéral gauche, on peut voir aussi l'artère rénale du côté gauche? On va voir ça. Là, je regarde juste le fait que quand on passe ici, je suis entre les côtes, en fait. Hein, et donc, je suis arrivé sur l'ostium de l'artère rénale droite. Ensuite, passer sous la veine cave. Et donc, c'est intéressant pour les dysplasies fibromusculaires parce que c'est là qu'on va avoir des sténoses tronculaires. Hein. Ici, quand on voit sur une longueur, ici, sur une bonne longueur du tronc, c'est dans cette zone-là qu'on peut avoir les sténoses de dysplasie à l'ostium pour les sténoses athéromateuses. Que sur l'artère rénale droite, c'est bien de la dériver comme ça par la coupe qui passe à travers le foie. On appelle l'interposition gazeuse. On se met un peu plus haut, entre les côtes même, et on tire à travers le foie comme ça. Quand même écouter juste au niveau du rein, voir le retentissement éventuel de la petite accélération qu'on avait à l'origine. On va se mettre sur la terminaison de l'artère rénale. J'essaie de la récupérer, on ne doit pas être loin là. Tac.
Et la correction d'angle, on sort de mesure, voilà. On fait une correction d'angle. Si on voulait faire le port rénal, à peu près comme ça, donc on a un rapport qui ne sera pas très haut. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que le temps de montée, pour voir la flèche, c'est ça. La flèche, je peux, deuxième fois. Ici, le temps de montée est assez bref, hein, donc on a finalement peu de retentissement de la sténose ostiale à 180, avec finalement un monde complètement aplati, démodulé. Donc il y a peu de retentissement de cette sténose, mais il faut aussi dire que c'est compte tenu des résistances qui sont élevées. Donc, il y a un tout petit flux diastolique là. On a des résistances artério-capillaires qui sont élevées et qui peuvent un peu modifier le débit global, diminuer les vitesses. Ce qui peut nous donner une discordance parfois entre la dynamique et l'anatomique. L'angioscane, on va vous dire, mais non, c'est une sténose serrée. Mais au départ, comme ça ne débite pas, eh ben, elle n'est pas serrée. Ça peut expliquer la discordance quand on a comme ça des résistances très élevées. Là, chez les vieux hypertendus, ou quand on a une néphrangiosclérose, avec des résistances très élevées, c'est d'avoir justement les résistances, on les mesure tout à fait en distalité, en parenchyme. On va demander à la dame si elle peut arrêter de respirer. بس النفس الشريفة بس النفس طلع نفسه حوسة. Ok. Ah, j'essaie de me repérer. Ok, très bien, elle peut respirer. C'est bon. On va faire l'index de résistance, comme on peut le mesurer sur cette machine automatique. Index de résistance, voilà, ok. Donc on fait un index ici. Hop. On est à, où est-ce qu'il est noté? À 0,81. Voilà, c'est vraiment des résistances élevées, au-dessus de 0,80 même. Donc voilà, ça peut réduire le débit global de cette artère rénale, ça peut hémodynamiquement minorer la sténose ostiale, qui peut être anatomiquement plus importante qu'elle ne l'est hémodynamiquement. On va regarder l'autre côté, pareil. On va faire tourner sur la droite. Au pire, j'aurais qualifié cette sténose de assez serrée, pas incidente en aval. Ce temps de montée était normal, compte tenu des résistances artério-capillaires élevées. Ok, alors à gauche, bon, ce qu'on n'avait pas fait, c'est qu'on n'avait pas mesuré le grand axe du rein, mais voilà, c'est chose aussi qui fait partie de l'examen, de prendre le grand axe du rein pour suivre le patient. Donc avec la sténose qu'on avait à droite, si plus tard on a perdu 1 cm, c'est quand même péjoratif que cette sténose peut éventuellement avoir évolué. Fait l'examen. On va prendre comme ça. Donc là, on baisse un peu le gain. Je suis toujours avec la fréquence d'émission la plus basse possible. J'essaie de retrouver l'artère rénale. L'artère rénale qui me parasite beaucoup. Là. Ok, ne respirez plus. Il faut qu'elle stoppe la respiration. C'est qu'après, ça bouge. Ok. Allez-y. Bon, en fait, il y a un réglage à faire dans cette machine qui n'est pas là. Ça veut dire que quand
quand on modifie sa ligne de tir, il ne faudrait pas que ça bouge l'image. Mais bon, elle peut respirer là, sinon elle va devenir toute bleue. On peut, quand c'est un peu long, ça, on peut très bien essayer de passer en arrière du plastron, là. Récupérer la horte. Ici on a la horte. Essayer de récupérer son artère rénale à partir de la horte. Voilà, parce que quand on passait à travers le rein, on était vraiment loin. Ok, ne respirez plus. Bougez. Respirez. Bon. En tout cas, il n'y a pas de turbulence. Ce qu'on appelle la fenêtre claire, hein, ici, on n'a pas de basse fréquence en système, donc on n'a pas de turbulence. L'angle de tir, je ne l'ai pas vraiment mesurable, hein, parce que j'ai pas eu dans une suffisamment grande longueur pour voir son axe. Visiblement, ça n'a pas l'air si serré que ça, quoi. Ok. Là, j'essaie d'être je suis à gauche, j'ai la horte, il y a une cave derrière, tu vois, c'est une cave, la horte, et l'artère rénale qui doit être par là. Bon, c'est pas une accélération foudroyante, hein. Donc même si oui, on a un flux qui est correct, mais je ne trouve pas de sténose significative à l'origine de cette artère. Je ne sais pas si diagnostic il a été fait à l'angioscanner. Alors, c'est pas une grosse accélération, hein, je suis quasiment à l'ostium. Hein. Donc, mais je pense qu'on la sténose tonique parce que sur le plan hémodynamique, il y a des résistances élevées qui nuisent le débit. On peut avoir cette discordance entre les deux, hein, entre l'hémotonique et l'hémodynamique. Tu peux venir, s'il te plaît, Michel. Je le garde, j'ai mon micro. C'était très démonstratif, encore une fois. Des images, voilà, donc les messages qu'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas se contenter seulement de la position dorsale, aussi la déculus latéral gauche et droit, que on a vu un petit peu les artères viscérales, mésentériques, transiliaques, mésentériques supérieures, inférieures, et leur anatomie. Et puis pour les artères rénales, donc si on peut retenir les critères de sévérité, donc il y a le gradient de pression sur la sténose, qui peut être au-delà de... Ça, vous parlez de gradient de pression parce que vous faites ça pour l'exercice aortique. On ne parle pas de gradient de pression. Mais ceci dit, les nouvelles ABAC, elles sont issues des mesures de gradient de pression, mais sont intra-artérielles. On a estimé que s'il y avait une chute de 10% de la pression en avant de la sténose, c'était une sténose qui devenait significative sur le plan du système rénino-angiotensine. Donc, ça, c'est quoi, c'est le
C'est au côté. C'est au côté. Oui, donc c'était juste pour faire des abacs. Donc en mettant le cutoff à moins 10%, on arrive à des vitesses à 280-300 cm/s. C'est pour ça que les abacs anciennes à 200 cm/s, c'était vraiment sous-coté, ce qui fait qu'on surévaluait les sténoses au final. On disait qu'elle est serrée alors qu'elle ne l'était pas. Donc on dilatait des gens qui finalement n'avaient pas d'acheter un vasculaire, quoi. Donc on mettrait plutôt la barre maintenant à 280. Voilà, ouais. Pour une sténose serrée susceptible d'entraîner une hypertension rénovasculaire. Ensuite, il faut qu'on mesure l'index de résistance, c'est vraiment tout à fait en périphérie du rein, les petites artères interlobulaires. Ça ne se mesure pas sur le tronc ou sur les grosses branches, c'est vraiment en distalité. Puis, par contre, le point de montée... C'est vitesse systolique sur vitesse diastolique, qui est, donc, on va pas aller diastole sur systole. Oui. Voilà. Et donc, résistance élevée au-dessus de 0,80. 0,80. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'au-dessus de 0,80, les chances de réussite d'une angioplastie sont moins importantes qu'avec des résistances basses. Hein. Surtout si on a 0,80 avec une sténose serrée, on sait qu'une sténose va réduire l'index de résistance. Donc, si malgré ça, elle est encore à 0,80, c'est un risque de sous-estimé. Ouais, ça veut dire que c'est encore plus élevé que ça. Donc, un petit rein de 8 cm avec 0,80, 0,85, c'est a priori pas vraiment la peine de le dilater. Sachant qu'en plus, quand on dilate, on aggrave l'insuffisance rénale par les emboles, par l'iode, etc. Donc on va rien gagner, quoi. Voilà, donc, message très important, on ne peut pas analyser un flux de l'artère rénale sans avoir fait un index de résistance. C'est extrêmement important. D'une part, parce que ça risque de, bien sûr, d'influer sur le vitesse, sur le débit de vitesse aussi, et deuxièmement, parce que ça a aussi un impact thérapeutique. On a l'impression qu'ils utilisent la différence d'indice de résistance des deux rangs pour parler de... Parce que quand effectivement on dit qu'une différence de plus de 5%, c'est pas beaucoup, témoigne du retentissement effectivement du côté où l'index est abaissé. Donc ça témoigne du caractère significatif de la sténose. Une sténose significative, elle va augmenter le temps de montée au niveau du nid, baisser l'index de résistance. Effectivement, on compare les deux côtés. Et quand il y a des sténoses des deux côtés, le temps de montée à l'aorte, celui de l'aorte. Espérons qu'il n'y ait pas une corrélation ou un accès. Dans ce cas, donc je pense qu'à gauche, on peut être tranquille. À droite, il y a une sténose assez serrée, peut-être, qui paraît comment tu vas la qualifier et quelle est ton attitude? Est-ce que tu ferais un angioscanner systématiquement dans ce cas de figure? Non, parce que souvent, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est que les gens ont le moyen de angioscanner et le moyen de contrôler l'hémodynamique. Cette sténose qu'on voit en angioscanner a un retentissement hémodynamique. Dans le sens inverse, on n'ira pas demander un angioscanner alors qu'on a vu qu'il n'y avait quasiment pas de retentissement hémodynamique. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? C'est un cas qui est intéressant à mon avis, donc très intéressant. Donc, est-ce que tu penses qu'une sténose comme ça peut être responsable d'une HTA résistante? Je ne pense pas, non. Si c'est clair, on va avancer. Une petite question. Madame Bahous, attends. Micro, s'il te plaît. Sur un compte rendu des coûts des artères rénales, qu'est-ce qu'il faut préciser? Déjà, dans le compte rendu, il faut qu'il y ait au moins les vitesses, quoi. Pas dans la conclusion, mais dans le compte rendu, on doit mettre le pic systolique de vélocité, l'index de résistance, éventuellement le temps de montée systolique au niveau du lit. Il y a des chiffres, il ne faut pas que ça soit... On peut qualifier les chiffres, je pourrais dire sténose assez serrée, je ne peux pas dire sténose à 45 ou à 50 ou à 55, ou je ne sais pas. J'ai des abacs hémodynamiques que pour plus de 60%. Donc, là, je dirais assez serré, parce que je ne suis pas aux vitesses d'une sténose serrée, mais surtout, je dirais peu ou pas incidente en aval.
Et après, on dit à chaque fois, compte tenu de résistance ici élevée. Donc il faut que tout soit dans le compte rendu, le pic systolique, le temps de montée, l'index de résistance. Après, on peut faire une conclusion en fonction de ça. Merci beaucoup, Michel. Super, on va avancer. Michel, tu peux rester avec moi peut-être le temps de question. Tu vas le voir parce que c'était un peu intéressant. C'est un médecin que je connais, que j'avais vu en 2012. J'avais présenté aux assises d'Albert, donc certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un cas intéressant. On va contrôler sur sa pathologie. Donc je l'avais vu, vous avez eu le temps de lire. On avait appris parce qu'il y avait une douleur de une gastro. Donc là, je vous vois une histoire chronologique, mais c'est intéressant. Plus jeune peut-être. Donc j'arrive, il me montre l'électrolyse à mon patient. L'électrolyse normal, je lui dis bien de l'eau, oui. Je lui dis bon, je vais voir le patient, il faut abdominal, donc je vais lui dire bonjour, peut-être je vais repartir. Donc je rentre, bien sûr, je pose des questions au patient, est-ce qu'il a mal, il me montre avec la main, c'est une douleur diffuse. Donc, c'est ça la question. La question suivante, c'est quoi qu'est-ce que vous allez faire après quand il a dit douleur diffuse? La question clé. Est-ce que vous ne connaissez pas? Donc la question clé qu'on me dit de poser, c'est le rapport avec le repas. Je lui dis, est-ce que c'est lié au repas? Il m'a dit oui, quand je mange, j'ai mal. La deuxième question principale fondamentale, si vous retenez ça, quoi? Non, on n'est pas à la triade, on est à l'interrogatoire. Parce que ce malade, il va le sauver, c'est l'interrogatoire. J'étais sûr que j'allais repartir. Donc, je lui demande d'essayer de mal, il m'a dit après le repas. La deuxième question, c'est laquelle? L'intervalle entre le repas et la douleur. C'est fondamental. Nous, cardiologues, on doit penser à cette question. Donc, il m'a dit 30 minutes. Tu es d'accord avec moi ou je fais des bêtises? Oui, c'est Donc, il m'a dit 30 minutes. Alors, là, je pense à quoi? Rapport mésentérique, bien sûr. Donc, je me suis dit, ce patient est en train de faire un infarctus mésentérique, peut-être parce que la douleur était sub 30. Qu'est-ce que je dois chercher? Un souffle. Donc, je fais un souffle, je fais un souffle. Je me laisse le corps, un souffle, ça y est, en gros, parce qu'il est en train de faire un infarctus, je vais le transférer en urgence à une clinique cardiovasculaire. Je fais un coup de fond. J'ai vu l'artère mésentérique, le transféraire bouché, non, l'artère mésentérique bouché, je voyais pas le transféraire, une circulation collatérale, donc un transfert, il fait un neuroscanner. Voilà le neuroscanner, le résultat, c'est une thrombose de l'artère mésentérique supérieure, du transféraire, un sténose serré de l'artère mésentérique inférieure, qui reprend avec une circulation collatérale. Je laisse donc la thrombose. Tu vas trop vite. Non. Donc, le curseur, là, on ne voit pas on voit que la circulation. Ouais. On ne voit pas le transcéliaque. On ne voit pas le transcéliaque, là, quasiment. Ça a l'air d'être filiforme. Hein. Les intérieurs supérieurs filiformes. Et surtout une grosse arcade d'Oriolan. Cette arcade-là, ça c'est l'arcade d'Oriolan, qui vascularise dans les intérieurs supérieurs ici. Donc l'artère mésentérique, là, il y a des sténoses. Ici, une toute petite mésentérique, ici, une grosse sténose. L'artère s'est très développée, et là, les sténosés à l'origine. Finalement, il ne fonctionnait que sur cette artère mésentérique inférieure qui contient ce sténose. La suivante, diapositive, cette artère mésentérique inférieure est censée. Voilà, c'est votre image sur le scanner, tu peux avancer. Alors là, un collègue à la clinique, il a fait le Doppler, c'est là où on a posé les mésentériques inférieure, il a fait le Doppler, il était à presque 3 mètres. C'est bien serré. Voilà, juste pour rapport. Vous rappelez que l'artère mésentérique inférieure n'irrigue qu'une toute petite partie du tube digestif. Regardez à gauche, la mésentérique supérieure, elle fait tout l'intestin grêle, plus presque plus le tiers du côlon. Alors que l'artère mésentérique inférieure, qui est une petite artère relativement, fait une partie du côlon. Pas la moitié du côlon, je crois. Donc c'est cette petite artère qui va sauver le patient. On ne serait pas si devant le diagnostic qui serait
Monsieur, il souffrait à cause de La question que c'est ça. Bonne question, parce qu'on s'est posé la question. Moi, je pensais que c'était la thrombose qui avait les symptômes. Ça peut être aussi une aggravation de l'adhésion de l'artère mésentérique, on ne savait pas. Donc, moi, je demande au catégoriseur de déboucher s'il peut déboucher l'artère mésentérique, mais c'est impossible. Parce que techniquement, peut-être qu'il n'y a pas de signe. Donc, il ne restait que l'artère mésentérique inférieure. Donc, il m'a dit, est-ce que je la dilate, pas la dilater? S'il la dilate, il la bouche, c'est la catastrophe. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un chirurgien. Donc, on l'a fait avec un standard chirurgical. Donc, il a dilaté, le patient a bien par la suite simple, le patient a repris ses repas, il a repris son poids, il allait bien. Donc, maintenant, c'est un moment de voir ce stade de tout son digestif comme on va. Sur un jour. Je vous ai accéléré le public. On va voir si on voit bien de lumière dans le spot. Il a toujours mal après le repas. Depuis qu'il a dilaté, il a bien, il a repris le poids. Ça fait combien de temps? C'est un mois douce. Donc, ça, c'est. Voilà. Ouais. Effectivement, il a pu reprendre du poids, on voit qu'il a mangé, mais il a quelques gaz. Là, il y a trop de lumière derrière. Ok. Comme ça, c'est bien. Donc, on a du mal à voir son aorte proximale, là, abdominale proximale, et on tombe tout de suite sur une grosse artère ici qui peut être la mésentérique supérieure. On va essayer de voir en longitudinal si on peut. Alors, j'ai l'impression de voir on a l'aorte, la mésentérique supérieure peut-être, ici, puis une grosse collatérale. On va voir si c'est celle-là qui remonte. J'avais dit avant d'arriver, on s'est posé aussi la question sur la rapport des passagers, on ne mange pas, donc il ne pas écrit, j'avais envoyé le Là, c'est un peu gazeux. Alors, on va essayer de partir du bas, finalement. On va repartir du carrefour aortique. On a les deux artères ici. Le carrefour. D'ailleurs, on voit le stent ici. Je suis en longitudinal de l'aorte. Tu peux mettre la flèche, s'il te plaît. Donc là, j'ai l'aorte. Je vois ici que j'ai le stent qui déborde un petit peu dans l'aorte. On est juste au-dessus du carrefour, là, on a l'iliaque. Donc le stent de la mésentérique inférieure qui a un petit débord aortique. Ça, c'est bien parce que souvent, ce sont des sténoses, des plaques du mur aortique. Donc il faut couvrir le mur aortique. Et en longitudinal, on nous donne ça. On va zoomer un peu. Voilà, on a le stent ici. C'est un peu ça. Ok. Qui a un petit peu une petite courbe sur le stent. On peut mesurer la taille du stent à peu près ici. Il fait un stent de 6 mm. Un gros stent. On va augmenter la gamme de vitesse parce que ça doit limiter beaucoup. C'est la seule artère digestive qui alimente l'ensemble du digestif. Et en tout cas, on voit qu'il y a un bon remplissage. Il n'y a pas d'aliasing significatif. Un petit peu à la sortie, mais là, c'est parce que j'ai un très bon angle. Je suis dans l'axe du vaisseau du côté droit, là en bleu. On va écouter les vitesses. On peut désactiver le truc.
Ok. On a des vitesses qui sont aux alentours de... Hop. Ouais. Ça ne veut plus dire grand-chose. Hein. De toute façon, c'est 175. Okay, c'est un peu rapide, mais c'est un stent qui alimente tout le tube digestif. Et donc déjà de base, dans des artères stentées, on a des vitesses qui sont plus importantes que dans les artères natives. Donc ça serait normal, mais en plus, il y a un hyperdébit compensateur. Et c'est normal qu'on ait c'est important. Il n'y a pas de turbulence, donc il n'y a vraiment pas de sténose. On se met un peu à distance. Voilà, on a un flux tout à fait correct. C'est de repérer maintenant. Donc le stent fonctionne très bien, hein, vraiment, pas de sténose. Est-ce qu'on peut récupérer la mésentérique supérieure? Baisser un peu les vitesses ici. Là, on est plutôt sur la mésentérique supérieure, donc je suis bien au-dessus. C'est celui-là. Ça turbule un peu, là je suis près de la réinjection, je vais m'éloigner un peu. Là j'ai la mésentérique inférieure ici, hein, et la supérieure ici. Bon, on voit que ça turbule, mais ça c'est la réinjection qui est juste au-dessus. On a un angle qui permet d'analyser aussi. Donc on a des vitesses qui sont correctes, un bon débit, puis on voit qu'on a une artère mésentérique qui a récupéré un bon calibre. Mésentérique supérieure qui est pas mal. Si on baisse un peu la gamme de vitesse, on bascule vers le bas. Voilà, j'aurai en fuite maintenant les branches de la mésentérique supérieure. Voilà. Voilà, donc c'est très bien, on a un temps de montée. Je ne sais pas si on peut mesurer ce temps de montée. On peut mesurer le temps. Voilà. Donc si on se met à la base ici, voilà, on est à les 100 millisecondes, pour une normale qui est à 70-80, donc c'est plutôt bien. Hein. C'est une bonne reprise en charge de sa mésentérique supérieure. La correction d'angle, on s'en fiche, hein, c'est un temps qu'on mesure, hein, c'est vitesse. Ouais. Okay, donc il y a vraiment une bonne reprise en charge de sa mésentérique supérieure par l'arcade volant et donc ce stent qui fonctionne très bien. On peut voir s'il est bouché, je veux dire. On ne voit pas. On peut ne pas le voir alors. Surtout qu'il est un peu dans le gaz là, mais. Ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans cette pathologie, il faut avoir un ou deux artères. Sur les trois qui. Si on ne voit pas le tronc cœliaque, on peut essayer d'aller enregistrer l'artère hépatique, voir si on a une prise en charge correcte. Donc cette artère hépatique, elle est censée être juste au-dessus du trou porte. Ne respirez plus. Il faut enlever le triplex. Là, il y en a un triplex là. Ok. Voilà. Bloquer la respiration.
J'ai un petit peu d'artère hépatique là. Ok, là, respirez normalement. Respirez plus. Quel risque, monsieur? Tu l'as vu sur la diapositive, il était allergique, il avait un peu 3 ans, c'est ça? Il n'a rien d'autre, il n'a pas d'artère padillaire inférieure, il n'a pas de... Bonne question. Il a eu un test d'effort quelques années, ça a été négatif. Et il a eu un test d'effort en 2019, négatif. Cette année, il a eu un nombre d'efforts. Donc il a une dilemme avec extension encore à droite. Là, on a une artère hépatique qui n'est pas si mal, hein, qui est entreprise elle aussi par l'artère mésentérique inférieure via la mésentérique supérieure. Ensuite, il y a une deuxième arcade pancréatico-duodénale qui vascularise l'artère hépatique à partir de la mésentérique supérieure. Donc finalement, voilà, c'est vraiment après 2 arcades, voilà ce qu'on a au niveau hépatique, donc c'est quand même satisfaisant. Merci beaucoup, Michel. Encore une fois, une très belle démonstration. Finalement, l'arcade du Riolan et l'autre arcade, elles ont été développées bien avant la crise de la douleur, la crise aiguë qu'il a faite. Donc, c'est-à-dire que voilà, progressivement, quand il a bouché ces deux premières artères. Parce que là, c'est bien terrible, qui s'est progressivement développé. C'est pas comme un embole à partir du cœur, où là, on a une occlusion brutale. Et il n'y avait pas de mascala, il n'y a pas de collatéralité très établie. On a tout de suite l'infarctus mésentérique. Quand on bouge sa mésentérique à partir d'un embole cardiaque, ça se passe plus mal que quand c'est progressif. Et quand on a une crise comme ça aiguë, et quand on suspecte une crise d'ischémie mésentérique, il faut commencer par l'écho-doppler, à ton avis, ou est-ce qu'il faut y aller directement à l'angioscanner? Le contexte du patient, c'était subaigu. On peut direct aller à l'angioscanner, hein, c'est pas du luxe. Voilà, ça sera forcément opérateur dépendant, donc puis les conditions d'examen ne sont pas forcément idéales en écho-doppler, donc si on peut avoir vite l'angioscanner, c'est quand même pas mal. Des questions comme ça, qui sont relativement jeunes, on a vu qu'il est très âgé, il a fait quand même des événements qui sont majeurs, il continue à en faire. C'est des médecins qu'il faut mettre sous forte dose de statine. Oui, et surtout surveiller ses coronaires. Tout le temps. Ah ouais. Ouais. Il y a des questions dans la salle concernant ce cas précis. Théromatose, donc ça a commencé il y a quoi? Il y a maintenant. Ça fait 10 ans. 11 ans, donc il était encore plus jeune. C'est quand même. Il a vu à l'époque? 11. D'accord, je ne suis pas d'accord. Pas 72, Il a l'air plus jeune. La question, est-ce que vous posez la question par rapport au temps d'ici finalement, une intervalle libre, le temps que ça arrive aux âges, c'est une question, c'est pas évident. Et la perte de quoi? De quoi ça s'arrive que ces gens-là limiter leur c'est trop vous avez des questions. Est-ce que tu as regardé ce patient sur le bureau de santé patient de ta part? Et alors, vous faites de ma collègue? Très l'angioplastie. Et est-ce que la médication vous a aidé à faire des doses Pour l'instant, il y a une validation pour les membres inférieurs, on a des conditions restrictives, mais pas pour les artères digestives. Hein. Moi, j'ai une question. Parce que vous avez recherché dans la littérature, vous avez trouvé. Est-ce que c'est un cas fréquent? Il y a un petit biais de développement, c'est vascularisé la mésentérique inférieure. C'est pas fréquent. C'est souvent les mésentériques supérieures qu'on a le temps de revasculariser, qui n'est pas occluse sur toute l'étendue et qu'on peut stenter.
TNT, la mésentérique inférieure, c'est vrai. Et à ce moment-là, il a bouché les artères aiguës avec une mésentérique inférieure. Ah oui, mais ça, bien sûr, oui. Ça pose la question des gestes préventifs aussi. C'est quand on fait, je sais pas, quand on fait un biais d'un anévrisme de l'aorte et qui va être opéré, on peut se poser la question de faire une revascularisation préventive de sténose des artères digestives quand on les trouve au moment du bilan, quoi. Voilà, on n'attend pas nécessairement que les patients soient symptomatiques, quoi. Pas de question? Super. Allez, une dernière question. Pour ce patient qui est SNP, est-ce qu'il y a une double antiagrégation plaquettaire sur une certaine durée ou c'est juste anti-agrégance? C'est simple, l'anti-agrégation, oui. S'il vous plaît, juste par rapport à la préparation, est-ce que c'est obligatoire de faire donc un régime pauvre résidueux 3 jours avant pour faire un contrôle périnéal Alors, argent, c'est vraiment le minimum. Hein. Et puis, voilà, parfois, le régime sans résidu. Et puis, je ne vous ai pas parlé de l'épreuve d'effort, c'est-à-dire que le repas d'épreuve, hein, on peut le faire quand on a un doute, quand il y a des lésions, on ne sait pas si elles sont vraiment significatives ou pas. On fait un repas d'épreuve. On va faire ingérer 1000 calories dans un surcalorique, là, hypercalorique, 1000 calories d'un coup. L'examen est de 30 minutes, puis au bout de 60 minutes. Ce qui se passe, déjà, si on majeure la sténose, si elle devient hémodynamiquement significative, on enregistre également un calcul de débit dans le tronc-porte, et on voit si ce débit augmente ou pas. S'il n'augmente pas, c'est vraiment la preuve par 9 qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation de débit au moment du repas, et la pression est souvent douloureuse à ce moment-là. On peut affiner encore un peu l'examen comme ça. Merci beaucoup, Michel. C'est super. Donc, on va avancer avec un autre cas. Allez-y, mademoiselle, attention. Bonjour. Donc, il s'agit du patient qui a 3 raisons. Est-ce que pour l'équipe hyperfibrillée sans perfusion de PFC, qui a présenté un pic hypertensif il y a 1 an, la méthode biologique, nous avons réalisé un scanners qui a activé une position prénatale aortique circonférentielle au niveau de l'aorte sous-rénale. Nous avons évoqué l'aortique avec des images de petites ulcérations ou de petits anévrismes, un sténose de 3 cellules à pression érigée à 70%, un sténose osseuse très serré de 80% de l'artériole gauche et de grands presses énormes, sans éloignement de l'instrument de pédagogie ou faire un plus. Alors, en résumé, afibrinogénémie, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fibrinogène. Madame, c'est mieux que... D'accord. Elle saigne, et quoi d'autre? Et voilà, elle fait de l'hypertension artérielle ou pas? Elle fait un pic hypertensif. Et sa tension, elle est équilibrée maintenant? Sa fonction rénale? Altérer sa fonction rénale, elle est en train d'altérer, d'accord, merci. Donc on va visualiser l'aorte d'abord. On voit ici les yeux au niveau de l'aorte. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce manque de fibrinogène? Est-ce qu'il y a un traitement à donner? Est-ce qu'il y a... Normalement, on les traite par cotagène, mais on n'est pas commercialisé en Europe, donc on donne des perfusions de PFC. Et le cotagène, c'est quoi? C'est un substitut? C'est un substitut de fibrinogène, ok. Sinon, c'est du PFC. Donc on a cette aorte. Une petite irrégularité pariétale ici à la terminaison, on est juste en amont du carrefour. Hein. Et cette image abdominale, on peut augmenter la fréquence d'émission. On peut mettre au maximum. En plus, donc j'ai augmenté un peu la fréquence d'émission pour améliorer la résolution. On a une pseudo-image comme si on avait un voile de dissection là, qui
verticale. Après, si on voit, est-ce qu'on a un faux chenal? C'est un peu le gain. Peut-être un petit faux chenal sur le bord gauche donc de la horte là. Ça va correspondre à un petit ulcère perforant sur la paroi latérale gauche. Mais plutôt habituellement sur les artères calcifiées. Hein. Cette image, ouais. Après, ça n'a pas l'air d'avoir de retentissement hémodynamique en aval. On se met sur l'artère iliaque. Encore plus loin sur l'iliaque externe. Ok, donc ça c'est bien. Sans retentissement à distance. Alors l'épaississement pariétal qui était décrit, c'est pas flagrant. L'imagerie, hein. On a encore cette espèce de voile. Michel, on peut le voir en longitudinal, s'il te plaît? C'est comme c'est latéral, c'est pas facile, mais alors on a peut-être un peu ce voile qui barre un peu le. Ici, comme ça. Sur notre écran, on ne voit pas très bien. Est-ce qu'on peut voir le gain? On va saturer. Alors, là, on le voit ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ça, là. Oui, oui, tout à fait. Bon. On va prendre sur les artères viscérales. Donc on a le tronc cœliaque, ici la splénique et l'hépatique. Alors déjà on voit que l'hépatique est dans le bon sens. Donc le segment initial est antéroval contre le retentissement hémodynamique d'une sténose de l'origine du tronc cœliaque. On va essayer d'enregistrer maintenant. On va baisser un peu ça, le volume d'échantillon. Respirez plus. Ok. Donc je ne sais pas, mais je pense pas qu'il y ait de Doppler continu sur cette sonde. Il faut passer à la sonde cardio. Ouais. Parce qu'on voit que là, on a un peu de mal à voir le. Donc si j'ai l'image, on va voir le Doppler. On met la ligne de base plus là. Pour augmenter la gamme de vitesse. Respirez plus. On a l'impression d'avoir une sténose très serrée. Et on a ce qu'on appelle l'ambiguïté en vitesse due au Doppler pulsé. Donc
On essaiera tout à l'heure avec le Doppler continu de la sonde cardio. On verra que là, on est plus limité en vitesse et on pourra essayer d'avoir cette vitesse max du transcéliaque. Ce qui est étonnant, c'est que donc on a une hépatique qui va dans ce sens. Donc on a écouté ici, voir en aval si on a un retentissement. Ah oui, on a un retentissement quand même. Donc on a sûrement une sténose très serrée du transcéliaque avec un retentissement hydrodynamique sur la mésentérique, sur l'artère hépatique. Est-ce que je peux... Voilà. Ok, donc si on se fait une petite mesure de temps, on serait dans les 190 millisecondes là à peu près. Donc on a effectivement un retentissement hydrodynamique, une sténose du mal à quantifier sur le transcéliaque, mais qui est sûrement très serré. Voilà, c'est vraiment un temps de montée sûrement très augmenté. On repart dessus. Ça, ouais. Gagné prix. Alors, si on peut juste resituer un petit peu la séquence. On est... Un retentissement très sévère d'une sténose du transcéliaque. Là, je suis sur l'artère hépatique. Alors, je vais enlever ça et puis on va remettre. Voilà. On va revoir ici la bifurcation du transcéliaque. J'ai le transcéliaque. On va essayer de retrouver la flèche. Voilà. Le transcéliaque ici, l'artère hépatique ici qui part en bleu, puis l'artère splénique qui part en gauche en bleu, et l'artère hépatique en rouge qui part. Tout à l'heure, tu as dit que le sens de cette artère hépatique était... Oui, parce qu'il est dans le bon sens, et souvent, quand on a une sténose très sévère du transcéliaque, prise en charge par l'arcade dont on parlait tout à l'heure, de pancréatite duodénale, qui fait que ça revascularise l'artère hépatique dans son tiers proximal, tiers moyen. Donc le segment initial est inversé pour revasculariser ensuite l'artère splénique. Un ligament arqué, tu crois? Quand même. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Hop, on va se mettre en longitudinal. Donc là, on voit l'artère mésentérique supérieure. Alors, gonfler les poumons et bloquer. Gonfler, bloquer. Du mal, on n'a pas de signal là. Transcéliaque. Toujours, on a le mésentérique supérieur. Si tu peux, avec le trackball, si tu peux. Comme ça, les gens, ils arriveront. Ouais, j'essaie d'avoir du flux dans le transcéliaque. On a l'artère splénique qui part là. On n'a toujours pas... En tout cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit la sténose. Respirer. Voilà, en inspiration. Quand on a une compression par un ligament arqué, la sténose est majorée en expiration, se réduit en inspiration. Donc on essaye ici, on va recommencer à faire une inspiration. L'éternelle inspiration. Gonfler, voilà. Pas vraiment de flux dans ce transcéliaque. L'occlusion chronique du transcéliaque. En tout cas, ce n'est pas un ligament arqué qui vient comprimer son transcéliaque. Hein. Donc, respirer. Ok. Et donc, il y avait une sténose de l'artère rénale, c'est ça? Oui. On va prendre les artères rénales. Zainab, vous avez un scanner? Voilà, comme ça, c'est bon. Vous avez ramené? Si vous avez les images, on peut les projeter avec la caméra. On va baisser ça. Vous l'avez? Comment?
On va l'artère rénale droite, là. On va prendre l'autre ici. On va passer. Voilà son artère rénale droite. Oui. Je vais baisser un peu la gamme de vitesse. PRF. Donc on a un flux correct à droite. Très bien, oui. J'ai pas de sténose ostiale. En se mettant un petit peu en aval. Voilà, trop de flux. Ok, on va repérer la gauche maintenant. Mal à repérer cette artère rénale gauche, si elle est toujours perméable. Là, voilà, peut-être là, ici. Voilà. Ok. Donc là, on a l'artère rénale gauche à l'origine, aux alentours de 3 mètres secondes. On va essayer de voir en coupe latérale. Tournez vers moi, tournez sur le côté. Encore. Complètement. On peut baisser peut-être un peu la tête pour que ce soit plus facile. Ouais. Ah, il faut aller jusqu'à fond. Attendez. Tenez, asseyez-vous. On monte à fond et on va descendre. Comme ça. Ok, très bien. Sur le côté. Encore. Ok, on va partir du rein. Donc on a vu qu'on suspectait bien une sténose sévère de l'artère rénale proximale. On peut déjà se mettre sur la terminaison de l'artère et voir un peu la qualité du flux ici. Donc on voit que le flux est vraiment démodulé. Hein. On va remettre notre algo, donc je vais prendre sortir de mesure, et je peux récupérer ça, la flèche, 2 fois, ok. Bien, le flux ici complètement démodulé au niveau de la terminaison de l'artère rénale. Respirez plus. Okay. On va essayer de réécouter maintenant l'origine, respirez. Respirez plus. Respirez. Hop, c'est un peu loin. Là. Non, ça passe pas. Donc on va essayer derrière. Et donc c'est là que vous avez de la chance d'avoir sonde cardio. Parce que là, on peut tirer plus profond. On va prendre la sonde S-dorée. Je suis de nouveau donc sur le rein. On monte un peu la PRF. On arrive bien sur l'artère
Congestion ici, ne respirez plus. Voilà, écoutez là. Vous me demandez d'arrêter de respirer. Donc on va passer en mode Doppler continu. On va toujours limiter en vitesse. Pour l'instant, un dernier coup. Ça signale pulsé. Ok, on va passer en Doppler continu. Là, on n'est plus limité en vitesse, on a pu augmenter son échelle de vitesse. Absolument. Et donc, on est à environ 4,80 5 mètres secondes. Quoi. Voilà. C'est effectivement une sténose très serrée. Il n'y a pas photo, avec un retentissement en aval. Et puis, essayer de voir ensuite l'index de résistance. Voilà. On baisse de nouveau l'échelle de vitesse parce que les vitesses sont plus basses dans les petites artères périphériques. Ne respirez plus. Stop la respiration. Ok. Inspirez. On va passer avec la sonde abdo. Ouais. On sera plus précis avec la sonde abdo. Juste pour voir que le flux est complètement démodulé et que l'index de résistance est baissé. Donc finalement, vous avez la sonde cardio et vous ne serez pas limité aux vitesses. C'est très serré comme on vient de voir là. Vous voyez, c'est des astuces qui sont très importantes pour essayer d'approcher le diagnostic au maximum. Donc, il y a des difficultés qu'on connaît un petit peu pour nous débutants dans tout ce qui est viscéral et des explorations comme ça. Mais vous avez la possibilité de mettre le patient en décubitus. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser cette sonde phase d'arrêt cardio. Donc, avec le Doppler continu. Il est complètement effondré au niveau du rein. C'est ce qu'on appelle le tardus parvus pour les membres inférieurs. Avec, si on met l'index de résistance, on va essayer de trouver. Ouais. Donc là, c'est presque aléatoire parce que c'est un flux complètement aplati. Bon, on a un index qui est à 0,52, donc c'est bas. Mettez-vous à plat sur le dos. 0,52 à gauche. Juste faire un index de résistance à droite. Donc ça c'est bien. C'est bon. Bien. On stoppe la respiration. Je suis vraiment en distalité là. Non, c'est index de résistance, c'est toujours ça, c'est bon. Ok, en gros, 0,62. Donc on a baissé de 0,1. Voilà. Absolument. Et tu penses donc, parce que la patiente elle est jeune, donc elle a des pathologies comme ça au niveau de l'artère rénale du côté gauche qui est hyper serrée. On n'arrive pas à avoir le flux au niveau de l'ophium du tronc cœliaque, probablement
bouchée ou bien une ou bien- Alors, si l'hypertension est non maîtrisée, c'est clair que là, c'est une bonne indication. Je regarde juste dans sa mésentérique supérieure. Là, si en plus la fonction rénale se dégrade, donc là, c'est une bonne indication à Ça intéresse sa fonction rénale. il y a tout intérêt à aller revasculariser cette artère rénale gauche. Hein. Oui. Et alors la question dans la salle, c'est vrai, hein, parce qu'une fois on va la dilater, on sera amené à donner un traitement anticoagulant avec sa afibrinogénémie. Est-ce que ça va aggraver le risque hémorragique? Est-ce qu'on va lui donner un traitement anticoagulant? Est-ce qu'on va lui donner finalement? Est-ce qu'il y a... Ouais. Hein? Et quelle est la cause, à ton avis, Michel, de cette pathologie chez elle? Est-ce que c'est une fibrodysplasie ou est-ce que... Un mystère. Les amis de Tanger, vous avez certainement fait une petite recherche bibliographique. Est-ce qu'il y a une relation entre cette afibrinogénémie et cette pathologie artérielle? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des cas qui sont décrits? Attends. L'évolution naturelle de quelle maladie? Donc, c'est une évolution de la pathologie. À un certain moment, avec les PFC avec l'administration du PFC, en gros, elle commence à faire des thromboses. Il y a des cas pareils qui ont déjà été décrits. Parce que vous pensez que là, c'est des thromboses qui sont à l'origine, peut-être au niveau du transcéliaque, mais vous pensez que c'est des thromboses qui sont à l'origine de cette pathologie artérielle? Est-ce qu'il y a une maladie génétique qui est à l'origine de cette pathologie artérielle? Alors, c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un TKHU? Qu'est-ce qu'on pense, Michel? C'est un peu bizarre comme TKHU. Alors jusqu'à là, on parlait d'épaississement pariétal, que moi j'ai pas vu en échographie, mais ça fait peut-être un petit moment que ça a été fait. Donc ça pourrait être un TKHU avec une sténose ostiale comme ça, des artères viscérales. Donc ça oui. Après, j'ai vu qu'il y avait une occlusion du transcéliaque, une sténose de la mésentérique supérieure. J'ai même pas vu la mésentérique inférieure. Là, on va pouvoir se poser la question d'un geste préventif sur la mésentérique supérieure. En même temps que l'artère rénale gauche. L'artère rénale du côté gauche, oui. Il n'y a pas de pathologie au niveau des troncs supraarctiques ou au niveau... Oui, d'accord. Bon, c'est un cas qui est très intéressant, encore une fois. Et avec Michel, dans le jeu... La manipulation, oui, ça permet de voir que vous avez une sonde qui permet de faire des choses que ne peuvent pas faire des sondes habituelles. Hein. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce cas précis? Merci beaucoup, Michel. C'était encore une fois super intéressant. Il y a encore 2 cas cliniques. Tu as encore 2 cas et tu as 2 minutes. J'ai pas vu on va se donner encore 20 minutes pour 25 minutes pour les deux. Allez-y, mademoiselle. Donc, pour les deuxième patient, c'est un patient de 52 ans, avec une chronique, hyperthyroïde et de nous avons objectivé une évaluation non accompagnée. Nous avons commandé qu'il y avait un rapport de disparition de l'eau et la source de disparition primaire. Avec un rapport positif, nous avons commandé que les escaliers étaient la source de l'eau sur les eaux. Nous avons un rapport de les escaliers, en transfert, si elles ont été effectuées, nous avons eu une prise de naissance. Nous avons prélevé de l'artère spinale, certaines connaissances de l'installation, responsable de la réservation de l'organisme. L'artère gastrique, de la heurte, disséquée dans sa partie proxiale, avec des classifications prioritaires. L'artère hépatique de l'artère gastrique, l'artère des artères supérieures, si elles ont été prioritaires, ou des fonctions proxiales bien intelligentes. L'artère artère de la bouche. Voilà. J'espère. Vous allez chercher ça, c'est incroyable.
Encore un challenge pour Michel. Bonjour. Voilà. Donc, on va commencer toujours par en haut de la xiphoïde, on descend progressivement, donc on voit le tronc cœliaque comme première artère, tout de suite la branche gauche qui est l'artère. S'il te plaît, avec L'artère splénique, on a voilà. Ici, on est sur l'artère splénique, là, qui est effectivement dilatée. Voilà. Mesurer. On est à 15 mm. Là. Oui. Oui, très bien, avec le tronc commun qui est assez lent. Et après, c'est la Branche, une toute petite branche hépatique. Peut-être pas l'hépatique propre, mais en tout cas une grosse splénique et un tronc cœliaque qui est un petit peu irrégulier. On voit un petit peu dilaté ici. Je sais pas, juste là. Voilà. On a le tronc cœliaque qui est un peu dilaté également. Ah, mesure. Ok. Qui est à 10-11 mm. On avait 15 sur l'artère splénique. On n'a pas encore vu les flux, hein, mais voilà, déjà on a des artères qui sont pathologiques. C'est un peu calcifié ici sur un coup transversal sur l'artère splénique, une petite calcification pariétale là. L'autre là, le tronc cœliaque, je suis en longitudinal de l'aorte, donc le tronc cœliaque qui monte. Après je vais sur la gauche, j'ai l'artère splénique en transverse. Ok. Augmenter un peu la vitesse, baisser le gain. Déjà, on voit qu'on a a priori un remplissage complet du tronc cœliaque, donc il n'y a pas a priori de thrombus pariétal. On va faire pareil sur l'artère splénique. Réduire la vitesse, la PRF, parce qu'on a des vitesses plus lentes dans cette dilatation. On réduit sa PRF pour avoir un remplissage. Là, ça turbine un peu, on a un flux rouge-bleu qui tourbillonne dans la dilatation. Mais pas non plus d'argument pour un thrombus pariétal. On voit que ça remplit plutôt bien la dilatation. Il y a des vitesses qui sont très basses là dans cette dilatation. Après, on perd un peu la splénique dans les gaz. Essayons de récupérer le tronc en distalité pour voir s'il y a un retentissement dynamique. Au niveau du tronc cœliaque. Il y en a qui trichent, qui sont déjà en pause là. Il n'y a pas de sténose du tronc cœliaque là. Bien. Les intérieurs supérieurs. Voilà, ça c'est la veine. On a une grosse veine rénale gauche là. On va se remettre en longitudinal.
un peu plus bas, la mésentérique supérieure. Voilà, sans turbulence, pas de sténose de la mésentérique supérieure. On va commencer à compter les artères rénales, c'est ça? Le meilleur moyen, c'est quand même de se mettre en transversal et puis d'essayer de balayer avec une PRF adaptée. Là, on est pas mal, on a 29 cm/s. Donc ça, c'est la mésentérique supérieure qui partait plutôt vers la droite. Habituellement, c'est plutôt au-dessus ou vers la gauche de la horte, mais là, elle est latérale sur le côté droit. Après, on va voir, c'est peut-être 3 artères à droite, si je me souviens bien. On repère toujours la mésentérique supérieure d'abord. Alors, ici, on fait comme ça. On va gagner. Hop. Il a l'hypertension, ce monsieur, c'est ça, hein? Déjà, j'ai vu deux du côté gauche, là. Là, il a 2 artères rénales gauche, là. 40 fusils, comme on dit, elles sont l'une sur l'autre, là. Une là, une là. Très bien. Celle du dessous aussi. On a 2 artères déjà à gauche qui sont plutôt bien. Voilà. Voilà, la veine rénale gauche qui nous parasite là devant est passée au-dessus de la horte. Le gaz aussi. Alors pour les artères rénales, on dit, quand on a une bonne imagerie, que quand elles font moins de 3,5 mm de diamètre, il faut aller en chercher une autre. Ensuite, on peut avoir 2 artères principales, comme ce qu'on a vu un peu là à gauche. Elles étaient à peu près du même calibre, visiblement. Donc là, on a a priori 2 artères principales qui sont non sténosées. Ensuite, les études nous disent que les artères polaires qui sont exceptionnellement sténosées ne seront pas revascularisées. Si elles font moins de 2 mm, on ne va pas les mettre un stent. Tout ça, c'est pas pour me dédouaner de ne pas voir les polaires, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a quand même pas de perte de chance si on n'a pas vu une petite polaire alors qu'on a vu une grosse artère principale, quoi. Après, on peut essayer par le rein de voir s'il y a plusieurs artères qui pénètrent dans le rein. Attends. Ici, voilà. Et puis là, en plus, il est un peu plus profond. Ok. Respirez normalement. Donc on a
a une qui pénètre au moins à ce niveau-là, vraiment l'œil. Peut-être une deuxième là, ou alors c'est une branche. Deux artères quand même qui pénètrent dans le rein. Une là et une un peu en dessous. Après, il faut prendre le temps de faire l'index de résistance à chaque pôle du rein, supérieur, moyen et inférieur, pour voir si on a à peu près le même index de résistance. S'il y a vraiment une grosse disparité entre deux pôles rénaux, et se dire que c'est peut-être le retentissement d'une sténose là où l'index de résistance est le plus bas. Essayer de remonter en amont vers l'origine de l'artère. En tout cas, il n'y a pas de sténose évidente sur le côté gauche. Je suis dans le I. Origine. Et l'autre artère. Bon, j'en ai vu deux à gauche sans sténose. On va essayer de voir à droite, en fait, dans l'autre sens. Et une artère qui pénètre là. Non, il faut gonfler, il peut gonfler le poumon et bloquer. Une belle artère rénale là, juste. Ok, très bien. Allez, une grosse artère rénale à droite. Là, on voit très bien. Je crois qu'il y en a une seule. Il y en a 12, non? Voilà. Il n'y en a pas 12? C'était 3 de quel côté? C'était à gauche? Oui, j'en avais deux. Au scan. Ah, c'est le scanner. Ouais. J'ai vu deux principales. Peut-être une là, effectivement, qu'on n'a pas vue. Hein. Ok. Remettez-le sur le dos. Après, au niveau du rein, ça allait plutôt bien par ailleurs. Donc les deux artères principales qu'on a vues au niveau de... qui étaient juxtaposées. Et ici, vous avez aussi fait quoi que c'était un TKHU? Qu'est-ce que vous avez retenu comme diagnostic? Ah, sur les dissections, c'est bizarre, hein, c'est pas... Une dissection sur Covid, parce qu'on a fait juste Sur le transcélac, mais c'est dissection, c'est dilatation post-dissection, quoi. On parle de Bostet, mais pourquoi la dissection? De ça? Attends. C'est bien.